Alors, donc on fait un point effectivement conjoncturel, un point sur les tendances du marché à l'international. On va essayer d'ouvrir les présentations à l'international. On a pour ça deux intervenants de choc. Le premier, Philippe Fournier, qui est, on peut l'applaudir, on va l'encourager, donc qui est président de MCI France. Tu nous diras juste un petit mot sur MCI quand même pour rappeler qui est MCI. Et aussi président du Joint Meetings Industry Council. Alors là c'est plus intéressant aussi, ça permet d'avoir une vision, une vision globale. Voilà, c'est un lieu de rapprochement de toutes les associations professionnelles. Dédiées à la meeting industry. Donc ça permet voilà. Et on a aussi Julien Carlier, qui lui aussi préside MPI France, Meeting Professional International, et qui aussi est le CEO d'une start-up que vous aurez l'occasion de voir dans les étages, qui est Social Dynamite, qui est présentée à l'occasion d'Innovantech. Voilà, en espérant que vous avez téléchargé, enfin pas téléchargé, mais accédé à l'ensemble de la technique qui nous est offerte. Cher Philippe, on va commencer par toi. Donc, Joint Meetings Industry Council s'est réuni à Paris il y a quelques semaines. Oui. Et vous avez raconté plein de belles choses que tu vas nous partager, nous faire partager. Que je partage volontiers avec vous. Tout d'abord, donc, bonjour à tout le monde et puis merci à France Congrès d'organiser cette session. Juste quelques mots donc, sur moi, tu l'as dit, donc effectivement je gère le bureau de CI Group en France. CI Group, c'est aujourd'hui un peu plus de 1800 personnes dans le monde et 60 bureaux, un peu plus de 4000 événements organisés en tout et à peu près 300 et quelques millions d'euros de marge brute. Donc un groupe qui est en plus en forte croissance puisqu'il vient de nous implanter aux États-Unis par rachat d'entreprises américaines. Et pour la France, on est forcément beaucoup plus petit que tout ça, mais on représente à peu près 10% de l'activité du groupe, avec un effectif de un peu moins de 100 personnes actuellement, un peu plus de 300 événements en tout, organisés en France ou dans le monde, au départ donc, de MCI France. Voilà, tu voulais que je me présente rapidement, je l'ai fait, et je vais surtout parler peut-être de JMIC, donc qui est le Joint Meetings Industry Council, qui est un organisme global, j'allais dire une sorte de parapluie de l'ensemble des organisations de nos métiers. Je vais y revenir dans un instant, je ne vois pas du tout les slides, mais le JMIC existe depuis à peu près une cinquantaine d'années. Il est là pour faciliter la communication entre ses membres. Et nous avons aussi... Oui, je veux bien quand même, parce que je ne connais pas tout par cœur. Merci. Il est là aussi pour un petit peu rehausser, comme c'est indiqué ici, le rôle et l'activité de la meetings industry avec différents concepts et puis de démontrer les avantages. Nous soutenons aussi les membres, vous allez voir, dans le lobbying qu'ils peuvent faire. Et puis nous essayons d'encourager et de bien faire reconnaître tous les avantages que notre industrie peut représenter. Enfin, nous essayons de fournir une voix consensuelle et unique pour notre industrie, ce qui est un gageur absolument incroyable depuis une cinquantaine d'années, mais nous avançons. Et enfin, de mettre en place, ça a été ce que nous avons discuté à Paris, dans la conférence de Paris il y a quelques semaines, des outils de mesure pour essayer, entre guillemets, de normer les études sur la valeur des rencontres. Il ne s'agit pas là de faire un Xème ISO ou autre, non pas du tout, parce qu'on s'est bien rendu compte il y a quelques années que chaque pays, chaque culture est très différente, que chaque industrie est très différente, mais d'arriver à normer sur les résultats que nous sortons pour que lorsque nos membres vont voir leur politique pour des investissements, ils ont quelque chose qui puisse être comparé avec le reste du monde. Alors les membres du JMIC, on représente un peu plus de 150 pays. Je pense que vous les connaissez pour la plupart. Je vais à IPC, qui est l'Association internationale des palais des congrès. Vous avez aussi ICA, bien évidemment. Vous avez aussi MPI, PCMA, SITE, UFI,
l'UIA, CIC aux États-Unis, entre autres. Donc là, on est sur des gros organismes qui représentent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de membres. Et le GIMIC essaye chaque année, 2 fois par an, d'avancer avec ces organisations professionnelles. Donc, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quelques mots sur l'environnement par rapport à ce que nous avons discuté à Paris récemment. L'environnement dans lequel nous sommes, c'est que déjà la reprise, elle est fragile et inégale. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il y a sur les slides à chaque fois, je vais juste prendre un highlight. Ici, en l'occurrence, je vous laisse lire, mais si j'insiste sur un point, c'est sur les meetings virtuels ou hybrides qui sont devenus légion, qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Voilà. Donc maintenant, on est confronté à ce type de problématique. C'était intéressant tout à l'heure, d'ailleurs, quand tu me disais essayer de vous connecter, etc., et que notre ami a dit, mais on peut peut-être se parler. Voilà. Je pense qu'on va revenir dans ce sujet, parce que ça fait vraiment partie des choses à voir. Donc il y a de nombreux impacts qui subsistent encore sur la dite reprise économique ou autre, et puis avec des impacts incroyables comme le changement du monde associatif. Plus rien à voir aujourd'hui à ce qu'il a été il y a 10 ans, et certainement pas ce qu'il sera dans 5 ou 10 ans à venir, ça change très très vite. J'en reviendrai sur d'autres points ensuite, et puis comme dans la pub, c'est pas fini, on va en rajouter. Il y a encore de nombreux challenges économiques dans de nombreux secteurs dans le monde. Les gouvernements ont toujours, dans certains cas, de nombreux problèmes financiers, donc ils doivent se recentrer sur leurs priorités premières. Donc la politique industrie viendra après. Certains États, comme les États-Unis, ont voulu et veulent encore limiter les dépenses liées aux meetings, et notamment sur tous les meetings gouvernementaux ou organisés par les États. Avant, on pouvait envoyer n'importe quoi aux États-Unis une 50aine de personnes. Maintenant, c'est limité, c'est 5 ou c'est 2. Voilà. Il y a forcément un impact sur l'ensemble de notre industrie et de nos métiers. Et puis les préoccupations du développement durable ont d'une manière ou d'une autre impacté l'ensemble de l'industrie du tourisme et des voyages. Encore une fois, la vision GIMIC est une vision globale, très macro, et je ne vais pas rentrer dans le détail des association meetings ou des corporate meetings ou des B2B, etc. On est macro et on a analysé sur l'ensemble du monde avec les associations que j'ai citées tout à l'heure. Enfin, les nouvelles technologies offrent des alternatives qui sont perçues comme parfois plus attractives et moins chères que le face-à-face. Donc tout ça impacte forcément nos métiers. Mais quels sont les facteurs clés donc, qui vont déterminer les changements dans notre secteur d'activité? Alors rapidement, la compétition elle est féroce, hein, je pense qu'on est tous d'accord, entre les destinations, entre les agences, entre les associations, etc. Il y a de nouvelles initiatives marketing qui se sont développées. Les marchés sont de plus en plus battus, les pratiques des acheteurs, je vais y revenir. Et puis surtout, les clients ont des attentes différentes. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être incentivés, entre guillemets, sur la destination ou le lieu qu'ils vont choisir. Donc on est en plein sur une compétition extrêmement dure, et beaucoup de destinations ont aussi repensé un petit peu leur marketing. Le gâteau, donc, vous le savez aussi bien que moi, je pense, il n'a pas beaucoup augmenté. En fonction des statistiques entre l'UIA et l'ICA, on est sur une augmentation qui varie entre 3 et 5% d'augmentation par an du nombre de meetings sur ces 5 dernières années. En revanche, il y a de plus en plus de monde pour le manger, le gâteau. Donc la compétition, comme je le disais auparavant, est de plus en plus féroce. Ça, c'est un fait évident qui ressort de toutes les analyses, de toutes les statistiques de la part des membres du JMC. Et bien entendu, on ne peut pas parler de tout ça sans l'évolution justement des rencontres. Il y a une complexité croissante de ces rencontres qui évoluent sur les formats, sur le contenu, on en parlera tout à l'heure. Les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, et les médias sociaux qui ont un impact évident. Et puis aussi, dans les études que nous avons, une réduction générale du nombre de participants et de la durée des manifestations, en parallèle de tout ça. Tout dépend aussi du type de meeting et de la nature et de l'objectif de la manifestation dont on parle. S'il s'agit de manifestations à formation ou à information ou à échange, et encore une fois, si on est dans du B2B, si on est dans de l'associatif, ou si on est purement dans du business professionnel. N'oublie pas qu'en moment, par exemple, nous avons toutes les statistiques et les études de UFI. UFI, c'est l'Union
international des foires et salons, donc c'est une énorme machine qui regroupe quasiment tous les pays du monde sur la partie des salons expositions. Enfin, ce qui est très important, et je pense qu'on l'a tous remarqué, on y reviendra, les participants conduisent le changement en fait. Et ça c'est bien évidemment toute l'arrivée de la génération XY, avec les meetings multigénérationnels. Quand on est face à un meeting top-down et qu'on a dans la salle des gens qui veulent avoir du bottom-up, pour reprendre des termes qu'on utilise de plus en plus dans toute notre industrie, il y a forcément un conflit, il y a forcément un problème quelque part, quelle que soit la nature du meeting que vous organisez. Donc c'est ces meetings multigénérationnels avec des associations parfois, pour ne pas les nommer sociétés savantes, très assises sur des choses qui datent beaucoup et qui n'arrivent pas à se mettre à jour parce que le monde avance très très vite. C'est un peu pareil pour nous aussi. Donc tout ça n'est pas simple. Tout le monde a moins de temps. On a de plus en plus besoin de mesurer le retour sur objectif, le retour sur investissement pour justifier de la participation. Et puis dans le même temps, il y a une chose extrêmement intéressante, c'est que ce besoin d'engagement et d'authenticité de la part des participants nous fait changer tout ce format de manifestation de plus en plus. On parle aussi beaucoup d'immersion, d'engagement, je veux participer, etc. Après, philosophiquement, puisque c'est le bac philo aujourd'hui, philosophiquement, il va falloir se poser la question de savoir qui est le détenteur du savoir qu'on est en train d'échanger, où est la vérité exacte. Hein. Et c'est un problème crucial dans les congrès médicaux notamment. Sachez qu'aux États-Unis, le patient américain, quand il va voir son médecin, il va le voir en lui disant « j'ai telle maladie, je veux tel médicament parce que je l'ai vu à la télévision ». Voilà. Donc, ou sur Internet. Le médecin, lui, donc, il va commencer à apprendre dans ses congrès aux États-Unis comment réagir à ce type de réaction du patient qui est en face de lui. Alors, on est sur la formation, au-delà de la formation. Je vous donne qu'un exemple. Ensuite, les nouvelles destinations. Ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on a vu récemment sur ce qu'on appelle les second tier cities, où en fait la génération Y, elle n'a pas forcément envie d'aller dans une ville comme Paris, Londres, Berlin, parce qu'elle connaît. Elle a déjà beaucoup voyagé, cette génération. Donc ça l'intéresserait, pourquoi pas au contraire, d'aller, je vais citer nos petits amis là, Bordeaux par exemple, ou d'aller à Prague, enfin, capitale, non, mais ou d'aller à Ljubljana par exemple. Voilà. Donc on est sur des modèles qui sont parfois, par rapport aux besoins de la génération qui est en train de participer à tous ces meetings, en conflit avec ceux qui les organisent, qui eux n'ont pas forcément envie d'aller dans une second tier cities parce que l'impact économique ou l'impact environnemental ou l'impact sur la communauté locale n'aura aucun intérêt pour lui. Donc c'est compliqué, nous n'avons pas la réponse à ça, en tout cas on l'analyse, on enregistre tout ça. Et puis il est clair que dans les rencontres qui évoluent, les participants sont plus facilement en ligne, enfin, apparemment vous l'êtes là aussi. Donc grosse évolution. Recherche d'expérience, d'interaction avec tout le monde. Donc tout ça fait que nos meetings évoluent et les pratiques business ont changé très vite. On célèbre lastminute.com qu'on connaît déjà depuis quelques années, où c'est tout du dernier moment, notamment dans le corporate, dans le B2B. Les prix, c'est principalement ça de toute façon que le client final regarde. On a aussi une modification importante des pratiques achats, où auparavant, bien évidemment, dans le B2B, dans les sociétés, on a des services achats, mais dans les associations, enfin, oui, c'est en train d'apparaître très fortement aussi. Avec des attentes sur le retour sur investissement de plus en plus fortes, et encore une fois, on va parler aussi des restrictions des États et des nouveaux formats d'événements. Donc des pratiques de business qui changent, et un environnement réglementaire toujours plus restrictif, une autorégulation des entreprises qui se répand. Je peux parler uniquement des pharmaceuses dans la partie santé, mais il n'y a pas que la santé qui s'autorégule dans des associations professionnelles avec des codes de compliance, comme on dit, extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Les sociétés de matériel, les banques, finances, assurances, etc. On est aussi confronté à des législations extrêmement sévères anti-corruption, et pas qu'aux États-Unis, pas qu'en Europe, la Chine.
sais pas si vous avez lu il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu un énorme scandale en Chine sur un laboratoire que je ne nommerai pas, qui avait, semble-t-il, prouvé après par la justice chinoise, rincé entre guillemets un certain nombre de médecins chinois. Donc, donc du coup, la législation chinoise va regarder ce qui se passe ailleurs et est en train de se renforcer aussi. Donc il y a à la fois de l'autorégulation, il y a de la législation qui se renforce beaucoup dans nos métiers. Dans ce qui concerne les incentives, on en a parlé, puisque ça était un de nos membres au JMIC. Les incentives, les voyages de motivation sont actuellement dans la ligne de mire de la Commission européenne et de l'Europe pour voir un petit peu où va tout ça. Est-ce qu'on a effectivement le droit d'inviter des gens? Je ne vais pas rentrer dans le débat ici. Les standards et les labels prennent de plus en plus de place et d'importance. Et les auto-standards aussi, ou les auto-labels des associations professionnelles, autres que les ISO, etc. Et puis on est en plein sur les problématiques de conflit de liens d'intérêt, de protection des données. Donc un vrai environnement réglementaire qui évolue très très vite. Donc en résumé sur les défis en cours, je vais arrêter de parler de crise économique, mais la nouvelle donne économique que nous vivons engendre des questions claires sur la valeur ajoutée de nos métiers qu'on doit démontrer auprès des gouvernants ou des clients. Il y a parfois un vrai manque de compréhension sur le rôle de moteur économique de notre secteur et de la reprise qu'il peut susciter et qu'il peut aider. Et puis, enfin, dernier point, on a rendu la chose compliquée souvent, en fait, en mettant en avant le loisir et le tourisme dans la promotion de ce qu'est notre Meetings, Exhibition and Events sector, comme on l'appelle, et qui forcément, ça a eu un impact, entre guillemets, négatif, soit dans le public, soit vis-à-vis des gouvernants, soit vis-à-vis des investisseurs. Voilà. C'est rapidement, en overview, macro, tout ça. Voilà. C'est pas été trop long, mais j'avais 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est parfait. Tendance à l'international, est-ce que dans tous les points que tu viens de lister, est-ce qu'en France, on a des tendances un peu plus spécifiques que dans les autres pays du monde, ou est-ce que tout ce que tu viens de nous dire est vraiment partagé par l'ensemble des professionnels, où qu'ils soient situés sur le globe? Oui, c'est vraiment un partage. Sur la conférence de Paris, on avait à la fois des intervenants d'Australie, du Canada, de France, d'Europe, enfin la France en Europe aussi. Donc on a vraiment une même problématique globale qui était de se dire, bon, il faut qu'on démonte la valeur ajoutée de nos meetings. Alors l'impact économique, je vais y revenir, on le sait, il y a des tas d'outils pour mesurer ça se fait depuis des années, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est l'impact de l'empreinte laissée sur la communauté par le meeting qui est organisé. Et sans uniquement de s'attacher que aux congrès médicaux ou autres. Il y a un exemple extraordinaire sur Calgary, donc au Canada, sur le congrès mondial du pétrole. Ils ont étudié, en dehors de l'impact économique de la manifestation, que le business généré par les entreprises canadiennes à la suite de ce congrès était estimé, valorisé 65 millions de dollars. Voilà. Ça, effectivement, c'est un impact économique. C'est des chiffres, c'est clair, c'est précis. On a la même chose sur les Jeux équestres mondiaux qui ont eu lieu l'an dernier en Normandie, je ne sais plus, le maire de Deauville, où il y a une étude fantastique faite par l'équipe de Fabien Grosbon sur les retombées économiques, sociétales, environnementales de ces Jeux équestres mondiaux sur les 10 années à venir, où on voit qu'effectivement, on est en train de redévelopper toute la partie du haras du pain, notamment en Normandie, toute la partie des écoles d'équitation, etc. Donc c'est énorme à chaque fois, et c'est très très difficile de l'analyser, de le quantifier. C'est ce qu'on essaie de faire avec le GIMI. Donc oui, pour répondre à ta question très précisément, c'est la même chose partout. D'accord. Juste, tu parlais de retombées, il y a une étude assez formidable, il faut la signaler, qui est parue par Unimev il y a 2 jours, qui chiffre à 30,5 milliards d'euros les retombées des entreprises exposantes, des entreprises françaises exposantes sur les salons français en un an, en 2014, je crois. 2014. Donc on voit vraiment l'intérêt aussi en termes de retombées économiques, business, pour l'occurrence les salons. Hors salon de la défense et de l'aéronautique, ou là encore, si on ajoutait les
les contrats qui se signent et la valorisation des contrats qui se signent, on arriverait à des montants énormes. Merci Philippe, merci pour ce point de vue international. Je partage volontiers tout ça avec tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez, aller sur le site du JMIC, c'est www.themeetingsindustry.org. C'est bien évidemment tout en anglais, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez toutes les associations membres, toutes les études de chacune de ces associations qui sont là. On ouvre aussi à tout le monde l'ensemble des présentations qui ont eu lieu sur la conférence de Paris, vous pouvez la regarder, sur effectivement les Jeux équestres mondiaux, sur le Canada, sur ce qui est fait en Australie, des choses absolument incroyables dans les études. Donc voilà. Julien, toi aussi, voilà, c'est ça. Toi, tu as ça, toi. Moi, j'ai ça. Voilà, donc MPI, un mot sur MPI, pour rappeler... MPI, pour Meeting Professional International, c'est une association membre de GMIT, d'ailleurs, qui était représentée à l'événement de Paris, et qui représente 18 500 membres aujourd'hui dans le monde. Donc c'est à la fois des fournisseurs et des organisateurs d'événements. L'idée, c'est d'être une communauté d'intérêt. On se focalise, nous, sur le développement de carrière, développement des professionnels de l'événement. C'est vraiment orienté sur les humains. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a une présence internationale et on en profite pour faire un baromètre business. Et donc, moi, c'est ce que je vous propose de présenter. Et un mot sur Social Dynamite avant de... Ah oui, alors Social Dynamite, bien sûr. Donc, Social Dynamite, c'est une plateforme logicielle qui a pour objectif de développer l'influence digitale, donc soit la résonance digitale des événements, on en parlera pas aujourd'hui là, mais il y a un moment je vais citer un petit peu. Et puis, mais notre premier business, c'est quand même d'aider nos clients à avoir des clients, donc par la présence digitale des marques. Et vous pourrez en parler avec Marianne qui sera sur le stand de Social Dynamite tout à l'heure. Place au Meetings Outlook. Donc le Meeting Outlook, ça marche comme ça, c'est ça? Ah, c'est magnifique. Le Meetings Outlook, c'est un baromètre trimestriel. Donc tous les 3 mois, avec MPI au niveau mondial, on a un panel de répondants qui est interrogé sur une partie des questions qui sont récurrentes pour permettre de mesurer l'évolution des ressentis des professionnels. La première question qu'on pose, c'est une orientation sur l'optimisme ou le pessimisme de l'évolution du business. D'accord? Donc on peut voir ici, notamment, alors je ne sais pas si c'est très lisible, si ça doit être assez lisible, une évolution et une différence entre les différents continents interrogés sur la tendance optimiste ou pessimiste. Donc ce qui est en vert, globalement, le vert foncé, c'est les répondants qui ont dit « Je pense que d'ici 3 mois, mon business va augmenter de plutôt 10%. » Il n'y en a pas si peu, c'est plutôt bien. Et puis plus on va vers le rouge et plus on est pessimiste. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que globalement, en termes de crise ou de difficultés économiques, de tendance, on voit que les US ont peut-être une forme de reprise et d'optimisme qui en avance sur l'Europe. En Europe, on est à peu près à entre 75 et 85% d'optimistes, là où on est à peu près à 15% de pessimistes. C'est une tendance, alors je ne vous ai pas mis des stats d'évolution, mais globalement, c'est beaucoup mieux qu'il y a 6 mois. Donc c'est très intéressant de voir que la plupart des professionnels se projettent dans une évolution positive de leur business à moyen terme. Une des deuxièmes statistiques importantes que l'on essaye de mesurer, c'est, donc là, le graphe que vous voyez là, en bleu, vous voyez l'estimation d'augmentation du nombre de participants à leurs événements, qui est comparé en vert à l'estimation de l'augmentation des budgets. Et donc vous avez en rouge un truc intéressant, c'est le gap. Comment on fait pour faire plus avec moins d'argent? Et ça, c'est la tendance conclusive principale de cette étude. Et c'est sur celle-ci que je pense qu'il faut qu'on discute un petit peu, c'est doing more with less. S'il y a une tendance globale importante en ce moment, c'est celle-là. C'est de dire comment on peut faire pour donner plus de ROI, pour donner plus de satisfaction, pour faire plus pour nos clients, alors qu'ils veulent que ça coûte moins cher. Je pense que vous êtes tous confrontés à ça. Et donc les réponses des professionnels qui sont ici sont assez intéressantes. Une des premières choses que l'on voit, c'est que, et Philippe l'a bien évoqué tout à l'heure, c'est une réduction des coûts structurels, donc moins de travel, moins de voyages. D'accord.
On voit, et c'est un petit peu plus bas aussi, on voit aller vers du low cost, c'est en 4 et 5, low cost destination et low cost supplier. Ce qu'on voit aussi, et c'est intéressant, c'est le 3 et le 4 sont l'innovation. C'est la technologie et l'innovation. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a perdu des places. C'est-à-dire que les études récentes, les dernières études précédentes, montraient ces points-là plutôt en haut de la liste. L'explication qui a été donnée, puisqu'en fait on creuse derrière l'étude, on ne s'arrête pas aux chiffres, c'est que c'est des sujets qui commencent à être maîtrisés, qui sont moins des challenges. Donc c'est des solutions, mais ne sont plus des challenges. Donc ça c'est très important. On en a parlé tout à l'heure, par rapport à ce que Philippe disait tout à l'heure, qui était très macro et très long terme aussi, je pense. Ici on s'arrête vraiment sur plutôt du court terme et sur donner des trucs et astuces sur comment arriver demain à pouvoir faire mieux son business et comprendre mieux son marché. Donc ça s'inscrit dans les tendances globales, mais ça va récupérer plus de trucs et astuces quotidiens qui marchent tout de suite. Et c'est la suite d'ailleurs de ce que je veux partager avec vous. Ce qu'on voit ici sur l'innovation et la technologie, c'est que du coup ça devient un acquis, ça devient nécessaire. Et ça c'est important, je pense, dans l'innovation, quand on regarde les tendances, en ce qui vous concerne, c'est de prendre en compte ce facteur technologique, digital, qui devient prépondérant et inhérent à chaque événement, mais différent pour chaque événement. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur une deuxième tendance en dehors du business barométrique, qui est toujours intéressant parce que Alors le business, soit dit en passant, le business barométrique, il est disponible tous les 3 mois sur le site de MPI, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça c'est assez facile, alors je crois que c'est réservé aux membres, ça doit être pas très cher pour les non-membres si ça vous intéresse de recevoir. Mais c'est tous les 3 mois. La deuxième tendance que je voulais partager avec vous, c'était cette notion de meeting design, parce qu'on la retrouve partout. Il était tout en bas du graphique. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà cette notion de meeting design ou meeting architecture? Parce qu'on pouvait se parler, on peut... Lever des mains. Lever des mains, c'est la timidité ou c'est vraiment qu'il faut que je... Une main s'est levée, 2 mains. Bravo. Alors, comme toujours, dès qu'on parle de mots comme ça, meeting tendance, meeting architecture, il y a 2 réactions possibles. Il y en a une, c'est ok, encore un mot à la mode que le marketing a inventé, bullshit, c'est possible. Et c'est en partie ça. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça marche. Mais il y a aussi une mouvance de fond. Et cette mouvance de fond, elle a un point de départ. Je voulais le partager avec vous, c'est le bouquin que j'ai mis là, le bouquin Meeting et architecture de Martin Van Est. Donc Philippe sourit. Philippe sourit. Ce bouquin, il est intéressant. D'abord, il a 8 ans. Il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Et son contenu est toujours relativement pertinent. Il dit 2 choses qui ont du bon sens. La première chose qu'il dit, c'est le ROI des événements, qu'est-ce que c'est? Comment on calcule le ROI des événements? D'abord, ça demande de connaître les objectifs de l'événement. Et quand on tire le fil, on se rend compte que connaître l'objectif de l'événement, c'est connaître ses parties prenantes. Sur un congrès, on parlait d'associations tout à l'heure, les parties prenantes, c'est qui? C'est le président du congrès, c'est quoi son objectif à lui? C'est de développer la notoriété personnelle pour sa carrière, peut-être, peut-être pas, ça dépend des événements, ça dépend des présidents. Ce que dit ce document, c'est donc une méthodologie pour s'assurer d'atteindre les objectifs de son événement, déjà en les formalisant, en les connaissant, et en prenant les décisions d'achat, là où je mets mon argent, en fonction de ça. Ça, c'est du bon sens. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est du bon sens. Et derrière ça, on voit, et Philippe l'a noté tout à l'heure aussi, l'évolution des formats. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup d'événements, l'objectif c'était de transmettre un message. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que quelque part, ça doit pouvoir vous inspirer et aider la conduite de votre business au quotidien par peut-être un certain nombre de choses que je vais dire qui vont vous y aider. Je vous le souhaite, je me le souhaite aussi. Mais ça veut dire que c'est la transmission de message qui est importante. Il faut que vous m'écoutiez, que vous m'entendiez. Et on se rend compte que les formats, là on est dans une salle de conférence où vous m'écoutez, il y a des formats qui sont plus ludiques avec des tables rondes, des formats cabarets où on va travailler ensemble. Et ce travail sur les formats est très très important. Et donc une des grandes tendances de la meeting design, c'est de faire changer les formats en fonction de ses objectifs. Donc ça c'est important pour vous parce qu'en termes de configuration, en termes de réponse logistique, on se rend compte qu'en fonction des objectifs de l'événement, on ne va pas mettre en place la même chose. Et le pire des conclusions de ce bouquin, c'est des trucs qui est en vert en bas. Je suis désolé, je l'ai mis dans le texte. Et donc je m'en excuse pas parce que je le crois. Ces meeting owners are incompetent. Le problème, c'est que la plupart des décisionnaires propriétaires des événements ne savent pas tout ça, ne savent pas gérer tout ça, ils sont incompétents.
Et donc c'est ça, quand on parle de meeting design, on parle de cette tendance d'émergence de professionnels qui sont des meeting architectes, des meeting designers, et qui vont secouer les puces des organisateurs. Alors pas les agences prennent ce rôle-là aussi, hein. De toute façon elles n'ont pas le choix, et c'est compliqué, parce qu'elles ont des clients, mais il faut les secouer pour leur dire mais quels sont vos objectifs? Ne me demandez pas de faire moins cher. Je ne peux pas répondre moins cher, je peux répondre plus de ROI, mais seulement si je connais vos objectifs. Et c'est ça cette tendance importante de la meeting design. Pourquoi je voulais vous raconter ça? Parce qu'on parle de techno, on parle de digital, et tout ce qui est techno, ça n'a aucun sens si on ne connaît pas ses objectifs avant. Ça n'a de sens que si ça sert nos objectifs. C'est pour ça que je voulais vous mettre ça en introduction des innovations techno. Parce qu'on va parler d'innovation techno, et aujourd'hui, on en a partout, il y a plein de technologies que vous verrez aujourd'hui. Chaque technologie va répondre à des objectifs différents. On peut rarement dire que cette technologie elle est parfaite pour tous les événements. Alors il y a peut-être des exceptions pour lesquelles c'est le cas, mais c'est bien ça le sujet, c'est bien quel est mon objectif, quels sont mes objectifs, et en fonction de ces objectifs, où est-ce que je vais mettre mon argent, où est-ce que je vais mettre de l'innovation, quelles innovations vont être pertinentes. Donc voilà, c'était ma petite transition pour montrer cette mouvance de la meeting design qui prend de la place, pas encore assez à mon goût, on reste encore beaucoup sur des événements qui ne prennent pas le temps de faire cette démarche stratégique. Mais en tout cas, c'est important pour l'allocation des budgets. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Comintech, qui est l'événement que nous avons organisé à Paris le 30 mars dernier avec MPI. Et lors de l'introduction de cet événement, on a voulu parler justement des technologies et on est parti sur un modèle assez intéressant qui est le modèle de l'iceberg. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce modèle de l'iceberg? Probablement oui, au travers d'une phrase simple. Quand on organise un événement, ce qu'on dit, c'est que globalement, notre travail d'organisateur, c'est ce qui est en dessous, là, en dessous de la surface, ce que personne ne voit. Ça vous parle comme image? Ça vous va? Et donc, on a voulu illustrer l'évolution des technologies comme ça. On a dit, bah oui, alors ce qu'on fait, c'est ce qui est en rouge. C'est la partie immergée de l'iceberg. Le travail de l'ombre, c'est l'organisateur. Et l'impact, le ROI, c'est le bleu. Ah oui, l'impact, c'est ce qui se voit. Et qu'est-ce que font les technologies? Les technologies viennent avant tout nous amener de l'efficience. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on fait, eh ben, on ne le fait plus, grâce aux technologies, j'en parlais tout à l'heure, on parle des super pouvoirs de l'organisateur, avec un certain nombre de technologies au service de l'organisateur. Alors c'est une bonne nouvelle, vous me direz. Non? Oui? Ça dépend du point de vue. C'est une bonne nouvelle, oui. On revient à faire plus avec moins. C'est une bonne nouvelle, oui, mais il y a un petit problème. Alors, pardon, il y a une bonne chose, c'est que l'iceberg, mécaniquement, alors c'est pas tout à fait la mécanique des fluides s'opposerait à Mathieu et à moi, mais ce qui se passe, c'est qu'en plus, il se trouve qu'on arrive à faire plus, ça a plus d'impact. Donc, le modèle est là. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Le vrai problème, c'est le business model. C'est qu'ok, faire plus avec moins, c'est bien, mais ça veut dire que globalement, je vais être payé beaucoup moins et qu'il va falloir que j'en fasse beaucoup plus. Ça devient beaucoup moins marrant. Parce que si encore j'étais payé la même chose et que ça me coûtait juste moins cher à faire, ça irait. Et donc le sujet des technologies, c'est ça, c'est comment je gère mes technologies pour que ça soit un prisme d'efficience de mon business, mais que mes business models restent là, que je continue à gagner de l'argent de manière pérenne, parce que sinon, où va-t-on? Et c'est ça la crise que l'on voit avec le digital. C'est pas une crise spécifique à notre industrie. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'ubérisation. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. L'ubérisation, donc Uber, que vous connaissez tous dans la presse régulièrement. Uber qui est le plus gros provider de taxis au monde. Airbnb qui est le plus gros vendeur de chambres ou hôtel Booking. Ces deux acteurs ne sont ni propriétaires de taxis, ni de contrats de travail avec des chauffeurs, ni de murs pour vendre des chambres. Ce sont des plateformes d'intermédiation à valeur ajoutée, on va dire. Et donc se faire ubériser, c'est ça. Dans le prisme digital, il y a des nouveaux business models, des nouveaux entrants qui savent qu'ils peuvent faire avec beaucoup moins, beaucoup plus. Et eux, ils risquent de prendre de la place. Alors nous, on a voulu amener des trucs pratiques à nos membres, à nos adhérents, pour répondre à ça. Et donc on a dit l'innovation, il y a 360 degrés. Au centre, il y a un truc, c'est l'expérience du participant. Et c'est quoi l'expérience du participant? C'est l'objectif. Je reboucle avec le meeting design.
quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif c'est de transmettre un message? Est-ce que c'est de former les gens à une pratique? Quel est mon objectif? Et en fonction de ça, il y a différents. Donc là, on a essayé de schématiser 360 degrés d'innovation en disant bon, sous la surface, en bas là, on a les outils de gestion de l'organisateur. Je suis lent. Ouais, Pardon. Donc les outils de gestion de l'événement pour les organisateurs. On parlera des super pouvoirs de l'organisateur avec des nouveaux outils qui font que, il y a 25 ans, pour gérer des invitations pour 200 personnes, il fallait que j'envoie des courriers, que j'attende les réponses, que je colle des timbres, que je reçoive tout ça. Bon, ça coûtait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, j'ai quelques outils, il y a quelques logos là qui en font. Et j'appuie sur un bouton, j'importe mes emails, j'appuie sur un deuxième bouton, je crée mon invitation, j'appuie sur un troisième, ça les envoie, et puis en plus, le lendemain, je vois qui m'a pas répondu, et je peux râler en disant « Oh, il m'a pas répondu ». Et ça m'a coûté 3 clics. D'accord? Et puis vous avez, on en a parlé tout à l'heure, les événements hybrides. Tu disais, donc les événements hybrides, c'est cette terminologie où le participant peut participer à distance. Ici, on aurait pu avoir un streaming qui renvoie l'événement. Et puis vous avez les applications mobiles. Donc les applications mobiles, tout à l'heure, on s'est connecté au Wi-Fi. Donc avec Wisely, on peut tous collaborer. Donc on parle de quoi? On parle de collaboration de masse. De super pouvoir du participant, on donne du pouvoir au participant. Avec des bons et des mauvais côtés. On a eu des débats nombreux là-dessus, justement, dans l'événement. Certains événements corporate, aujourd'hui, n'assument pas de donner du pouvoir aux participants. Parce qu'on est en top-down, comme tu disais, Philippe, tout à l'heure, et que l'objectif, c'est de transmettre un message en top-down. C'est pas forcément, on n'assume pas les messages remontants, et la modération est de rigueur. Et puis vous avez les réseaux sociaux et tous les outils qui permettent de démultiplier la résonance digitale de l'événement. Alors j'avais prévu, et je vais être trop long, donc je vais raccourcir, mais globalement, je vous en ai parlé, on a plein d'outils. Moi ici, je voulais citer une chose, c'est Cvent, vous connaissez peut-être pas, mais Cvent, qui est un outil de gestion pour les organisateurs, est rentré en bourse au Nasdaq il y a 2 ans. C'est la première fois qu'un outil technologique de notre monde de l'événement rentre en bourse, fait une introduction en bourse. C'est un signal fort, il y a un gros marché derrière tout ça. Après, vous avez plein de technos pour l'événement, pour le super pouvoir des participants, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais arriver à la conclusion, outre le fait que, si vous voulez en savoir plus, venez en 2016 à notre événement, comme Intech. Une conclusion importante de notre événement, ça a été de dire, ok, on a une tendance de la meeting design, des événements plus smart, plus orientés sur l'objectif de transmission de message ou pas. Selon les objectifs, on va faire un design différent. On a des outils qui vont servir l'efficience, premièrement, les super pouvoirs des organisateurs, mais aussi la transmission et les différents objectifs, si on veut collaborer tous ensemble. Et puis on a quelque chose de très nouveau, c'est la capacité à sortir l'événement de l'événement. Et notre conclusion, on parlait de digitalisation de l'événement, et la conclusion de notre événement, ça a été très intéressant, ça a été de dire, il y a une deuxième tendance forte qui est en train d'arriver. La deuxième tendance, c'est l'événementialisation du digital. Je vais vous l'expliquer. On se rend compte qu'un grand nombre d'acteurs du digital animent des communautés en ligne. Vous avez déjà entendu parler de cette notion d'animation de communauté digitale en ligne. Et ces audiences digitales, elles ne sont pas toujours faciles à engager et à animer. Et un des leviers pour les engager, c'est de les réunir physiquement. Et la réunion physique des communautés digitales, c'est un levier d'engagement beaucoup plus fort. Et c'est une très bonne nouvelle pour notre marché. Parce que ça veut dire qu'il y a de nouveaux business qui vont arriver, qui sont la continuité d'actions digitales qui se formalisent en ligne, en physique. La seule condition pour les réussir, c'est que ça doit alimenter le digital. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est un besoin structurel permanent d'avoir des événements qu'on peut digitaliser. Et donc des infrastructures qui le permettent. On doit arriver ici et se connecter au Wi-Fi en un clic sans se poser de questions. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous connecter. Non, mais c'est un détail important pour vous en tant que... souvent vous accueillez des événements, vous avez des infrastructures à gérer. Il est clair qu'une des tendances importantes, c'est de dire l'événementiel a un bel avenir parce qu'il y a une convergence de ces deux médias, l'événement, le digital, que le digital va permettre de nourrir des événements, les événements vont permettre de nourrir le digital à condition d'avoir des infrastructures qui sont performantes sur ces sujets-là. Et je m'arrêterai là parce que je suis bien, je vais demander. Infrastructure performante, je vous invite à lire ce qui s'est passé au Salon de l'aéronautique il y a 2 ans, j'espère que vous
où il était impossible de se connecter, où on ne pouvait même pas appeler l'extérieur, parce que la bande passante était tellement réduite par rapport à l'ensemble des données qui étaient traversées, que les exposants n'étaient pas forcément contents de la qualité de l'infrastructure proposée, et que les communications depuis le salon de la réalité étaient quasiment impossibles il y a 2 ans, comme quoi cette infrastructure technique est essentielle aujourd'hui à l'accueil d'événements et d'événements qui se digitalisent. Alors pour la défense de Viparis, en l'occurrence, on a organisé un déjeuner nous sur ce sujet-là avec le patron de DSI de Viparis, qui nous a expliqué les problèmes qu'il a eus, qui sont de 2 ordres, une infrastructure Wi-Fi qui n'était pas à la hauteur, donc bon, ils ont investi, et un problème de lobby sur les opérateurs téléphoniques, puisque l'infrastructure téléphonique 4G, 3G n'était pas à la hauteur non plus, mais que là, ils en étaient dépendants. Et ça, par contre, je crois que l'expérience, il y a 2 ans, a aidé. Pour rebondir un peu à ce que tu disais, il y a quand même un chiffre qui est sorti dans une étude de American Express du mois de février dernier qui dit que seulement 12% des entreprises aujourd'hui intègrent le digital dans leurs événements. Par rapport à tout ce qui se dit autour de la digitalisation des événements, autour de tout ce qui se fait et toutes les initiatives qui émergent, on est quand même très loin d'expérimenter ou en tout cas de donner sa chance à des fournisseurs de technologies. Donc d'un côté on est sur un marché où l'offre explose, et de l'autre j'ai l'impression quand même qu'au niveau mondial on les utilise assez peu. Alors c'est quoi l'avenir? Tu veux faire la boule de cristal? Je relierai ça peut-être avec la génération Y, qui est aujourd'hui spectatrice des événements et qui demain sera au manette. Non, mais il y a 2 sujets. Il y a un sujet qui est la lisibilité des offres. Tu parles de pléthore d'offres, on voit tout ce qui est ici. Il est clair que ce marché de la techno pour l'événementiel n'est pas un marché mature, hein. On est au début de son histoire. Et dans cette immaturité, et je me mets dedans en tant que fournisseur de technologie pour l'événement, on n'est peut-être pas très bon sur notre manière de communiquer pour rendre ça facile pour les gens qui viennent nous acheter. Et puis de l'autre côté, on a un système où les décideurs aujourd'hui ne sont pas forcément dans les codes génétiques générationnels. Tu parlais de génération Y. Moi j'aime bien dire, dans 5 ans, la génération Y, elle est dans les équipes managériales. Alors, il y en a déjà aujourd'hui pour les plus innovants, les entreprises qui laissent plus de place, mais dans 5 ans, c'est sûr. Elle a sa place autour de la table. Et donc la question, et si tu veux mon avis sur l'avenir, c'est il y a des très belles opportunités pour ceux qui laisseront les choses se faire. Et laisser se faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire innover. Et innover, je rappelle que ça veut dire échouer. Innover, une organisation ne peut innover que si elle donne à ses équipes l'autorisation d'avoir des échecs, à condition d'en tirer les conclusions et derrière de sortir quelque chose de positif. Hein, c'est le fail, fail, fail. Donc pour moi, c'est ça l'avenir. C'est des opportunités pour ceux qui se bougent et des risques de survie à moyen terme pour les autres. Philippe, tu veux peut-être... Je pense qu'il faut déjà un petit peu aussi relativiser l'étude annexe, d'abord parce que c'est global, encore une fois, et c'est pas du tout les mêmes pourcentages si on regarde sur les États-Unis ou sur l'Europe. Donc attention toujours à la globalisation, standardisation, même si, ok, ça sera un pourcentage de 12%, je crois. Okay, très bien. Ceci étant, les entreprises sont elles aussi confrontées aux problématiques financières, de retour sur investissement, de changer et de faire comprendre à leurs participants que les nouveaux outils à leur disposition, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ensuite, je crois qu'il y a une chose importante dans tout ce qu'on a dit là-dessus, et qui ressort peut-être aussi dans l'étude, c'est de se dire, il y a quelques années, on se disait l'événementiel, entre guillemets, au sens large, a perdu de son instantanéité. Je suis le premier à le dire aussi, puisque on préparait avant, on vivait pendant et on continuait après l'événement. Donc c'est une tendance à perdre l'instantanéité. En fait, ce que le digital et le virtuel a amené dans tout ça, c'est ce retour à l'événement. C'est-à-dire que, comme justement on est hors événement avant, on veut rester dans l'événement après, l'événement redevient au centre du système et devient encore plus important. Tu viens de le dire, d'ailleurs, sans le dire réellement, c'était genre, en fait, les gens veulent se retrouver. Bien sûr, plus on va être dans le virtuel, plus on va vouloir se retrouver. Donc c'est super intéressant parce qu'au-delà des opportunités de nouveaux business que tu as évoquées,
c'est qu'on est dans un développement évident, de toute façon, dans l'avenir du face-à-face. La génération Y, elle n'a pas envie de passer son temps derrière un écran d'ordinateur, c'est évident aussi. Donc, et elle est en train de prendre le pouvoir, et effectivement, dans 5 ans, elle sera à la tête de la plupart des entreprises autour de nous. Donc, l'événement, au contraire, redevient le centre du dispositif dans nos métiers, alors qu'on pensait qu'il allait perdre cette centralisation, cette importance. Donc non, au contraire, on revient maintenant à tout à dire, l'événement, il est au centre du dispositif, le digital n'est qu'un outil, ne fait partie que des innombrables solutions offertes à l'événement. Et quand je parle d'événement, c'est l'exposition, le salon, le congrès, le B2B, hein, je généralise, je globalise. Alors par contre, ça a une incidence énorme, tu l'as dit tout à l'heure Philippe, sur les formats. Et qui dit incidence sur les formats, dit incidence aussi sur les infrastructures. Comment aujourd'hui, là je vois, j'ai lu, je crois que c'était dans Meeting, que les projets de palais des congrès, que ce soit en rénovation ou en création, n'ont jamais été aussi nombreux depuis une vingtaine d'années en France. Comment dire, faire un lien entre la nécessité de réfléchir et de changer les formats de réunion, de changement du meeting, des votes, et derrière la construction ou la rénovation d'infrastructures qui ont duré 30 ans. Problème qu'on a évoqué il y a déjà effectivement quelques années avec l'AIPC. Ça n'est pas facile parce que d'abord ça va très très vite et effectivement quand on construit un palais des congrès ou autre, c'est pas pour 5 ans, c'est pour 10 ans, c'est beaucoup plus longtemps. Il y a d'énormes montants en jeu comme on sait tous ici. Donc ce qu'il faut faire en amont de tout ça, déjà c'est de consulter les professionnels et les clients. Quand on voit le projet par exemple de Viparis, porte de Versailles, le maître mot, ça a été la modularité. Parce qu'on ne savait pas, quand on avait tous été consultés à l'époque, et pas plus Viparis et autres, où allaient exactement aller ces éléments. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on avait besoin d'un plus gros tuyau, effectivement, ça c'est clair, ça fait longtemps qu'on le dit. On avait besoin d'infrastructures informatiques, audiovisuelles, de plus en plus sophistiquées. Le reste, le format des réunions, moi mon propos c'était de leur dire les plénières avec 5000 personnes, il y en aura de moins en moins. Okay. En revanche, ce que l'on va avoir, c'est à la suite de plénières, des tas de réunions et de plus en plus de ce qu'on appelle dans notre jargon de breakouts. Donc on va avoir besoin de modularité. Et alors ça, au niveau des architectes, c'est pas simple. Hein. C'est pas facile à mettre en place, de se dire on a une salle 5000 places, et puis tout à coup, ou en 1 heure ou en 2 heures, il faut la remplacer en 10 salles de 500, par exemple. Ou 100 salles de 50, que sais-je. Donc c'est très très compliqué. Je pense que personne n'a la réponse. Tout ce qu'on voit, c'est en fonction de la culture locale, comment tout ça peut évoluer. Les palais des congrès qui sont en train de se construire en Chine actuellement n'ont absolument rien à voir avec les grands halls ou les grands palais, c'est pas des palais aux États-Unis, mais les grands halls qui existent aux États-Unis et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire en Europe. Quant à l'Europe ou la France, si on veut recentrer sur la France, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de projets de rénovation. Quelque part, ils sont un petit peu normaux parce qu'il y avait quand même pas mal d'infrastructures vieillissantes, puisque la France, et c'est pas pour rien qu'on est aussi, malgré tout, dans le top 3 ou 5 en fonction des études, dans le pays des congrès et des réunions dans le monde, c'est parce qu'on a été très innovants il y a 20 ou 30 ans. On a construit toutes les infrastructures qui nous ont permis, effectivement, d'arriver là où on est aujourd'hui. Donc il est normal aussi qu'on rénove, qu'on reconstruise, qu'on s'adapte, etc. Donc je suis très heureux de voir qu'effectivement il y a beaucoup de projets de rénovation. Non, moi j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit des projets modulaires le plus possible. De plus en plus, je ne crois plus aux méga meetings de 30 ou 40 000 personnes, parce que ce n'est pas ce que va rechercher la nouvelle génération ou les nouvelles générations qui arrivent. Ils ont plus besoin d'interaction, on l'a dit, d'échange, de participation, d'immersion. Vous ne pouvez pas être immergé dans une plénière de 5 000 personnes, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations ? Juste, si tu peux préciser ta notion de meeting hybride. Ah oui, il ne faut pas confondre le meeting hybride et le meeting virtuel. Hein. Alors donc le virtuel, c'est comme son nom l'indique, ça n'existe pas, c'est tout en ligne. Hein.
L'hybride, c'est un mélange des deux. Tu as effectivement des sessions dites présentielles, et dans le même temps, c'est soit enregistré, soit en streaming, soit repassé sur Internet. Donc tu as un mélange, d'où le mot de hybride, qui est un peu celui qu'on a trouvé. Hein, d'accord ? Une tendance qui arrive de plus en plus, c'est les événements multi-hybrides régionaux. C'est de dire, pour limiter les coûts, plutôt que de faire une grand messe de 50 000 personnes centralisées, on va faire 10 événements satellites de 5 000, dont une partie des conférences vont être retransmises d'un site à l'autre, permettant à la fois de faire des networking locaux, avec des acteurs locaux, limiter les coûts de transport, tout en ayant un partage d'un certain nombre de conférences de manière globale, en les limitant, parce qu'encore une fois, le message unidirectionnel passe de moins en moins bien, et surtout maintenant on sait que quand je vous parle là aujourd'hui, le taux moyen de rétention de ce que je dis, il est de 10 ou 15% au bout d'une heure, et il tombe à 2 ou 3% au bout d'une semaine. Alors que si on veut que le message soit retenu, il faut que l'audience soit active. D'accord ? Donc c'est la problématique des formats, on y revient, hein, c'est des statistiques très sérieuses qui ont été faites sur ce sujet-là. Si on veut que le message soit retenu, il faut engager les participants à être actifs dans la conversation. Donc, merci d'avoir posé une question d'ailleurs, ça contribue. Merci. Donc voilà, donc le hybride, cette tendance est assez intéressante, et je reviendrai sur le débat infrastructurel. C'est que quelque part, il va y avoir de plus en plus de demandes d'événements générant, ayant une capacité à avoir une aura digitale, tout en ayant de plus en plus de face-to-face et d'humain. Et les deux tendances convergent, elles vont ensemble. Parce que c'est la création de valeur pour nous. Et on est très content d'avoir des conférences, mais aussi de se retrouver ensuite dans la partie networking. Donc c'est ce mix des deux, et les tendances sur les infrastructures, c'est d'avoir une excellence infrastructurelle, digitale, connectivité et autres, qui manque peut-être d'ailleurs de labellisation et d'aide pour avancer. Qu'attendons-nous des réseaux sociaux? On a beaucoup parlé digital, mais là il y a une question. Qu'est-ce qu'on attend des réseaux sociaux dans ce dispositif Ce qu'on attend, alors ce qu'on en attend, certains en attendent peu, mais en tout cas ce qu'on atteint, parce qu'à défaut d'en attendre, on atteint, et je crois que c'est la conclusion de Nicolas Rossetti, d'Itochis, dans notre événement, qui était assez intéressante, c'est que les réseaux sociaux ont remis en question le modèle de calcul du ROI de l'événement. On commence à avoir des calculs de ROI de l'événement qui sont à peu près tangibles, qui sont à peu près bien faits. Et il a dit on a monté en maturité là-dessus, et à cause des réseaux sociaux, maintenant on ne peut plus. La slide que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure, c'est l'événement Comitech. On était 150 dans la salle, et on a eu un impact réseau social à peu près d'1 600 000 reach Twitter. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le reach potentiel qui fait que globalement, on multiplie par 100 ou 1000 la portée digitale de l'événement. Donc les réseaux sociaux, pour les événements qui ont des objectifs de lobby, de communication externe, c'est une caisse de résonance. Ça permet de démultiplier la visibilité de son événement, et le ROI ne s'arrête pas à ce qui se passe dans la salle. Voilà, la première attente en général elle est là. Après, on a des attentes d'interactivité, parce qu'encore une fois, on parlait de rencontres physiques. Dans les réseaux sociaux, l'objet c'est la conversation. Les participants peuvent faire de la conversation entre eux, peuvent laisser des messages, peuvent collaborer entre eux, et on rentre dans une dynamique de transmission de messages qui n'est plus bottom-up, c'est pas moi qui parle, c'est nous tous nous parlons ensemble. On voit de plus en plus d'événements qui affichent en live le flux des conversations et des questions, sans modération, ce qui remet en question un petit peu la légitimité des intervenants. C'est bien, il faut les secouer. Voilà ce qu'on peut attendre des réseaux sociaux. Autre remarque? Bon, on va s'arrêter.